Eh bien, nous sommes 32 participants. Il est 20h35. Mona, peut-être je vais te Oui, on va pouvoir lancer les opérations. lancer. Hein, lancer, voilà. Bah, écoutez, déjà, bonsoir à tous et puis merci d'avoir choisi de passer cette soirée avec les amis des études celtiques. Merci aussi à Gérard de m'avoir confié, c'est sa confiance, hein, de m'avoir confié l'introduction de cette soirée. Et donc, nous recevons ce soir donc Michael Gendry, qui est donc enseignant d'histoire-géographie et qui est spécialiste ou certifié en histoire et en culture bretonne et qui enseigne dans le public et qui habite à Saint-Brieuc, donc en Bretagne. Alors, l'organisation de l'apéro celtique, Michael nous parlera pendant environ 45 minutes. Il va nous présenter son travail, hein, le livre qui vient de sortir le 16 mars, me semble-t-il, en librairie, hein, Les signes gravés, les barques funéraires et le chemin des morts des mégalithes, avec une très belle illustration d'Enora Goupil. Ensuite, nous aurons à peu près 45-50 minutes d'échange de questions-réponses et je vous invite justement dans le bas de l'écran, vous avez au niveau des icônes, vous avez participants, vous avez chat. C'est-à-dire dans le chat, vous allez poser vos questions par écrit et elles seront ensuite lues à haute voix et Michael y répondra dans la mesure dit possible. Voilà. Euh, Quelque chose à signaler aussi, c'est que cette conférence a été labellisée dans le cadre du Printemps de l'Esprit critique, hein, ce qui déjà donne, on va dire, une notion qualitative à la fois aux amis des études celtiques, mais plus particulièrement à cette conférence. Et puis, je voulais également signaler trois choses. C'est que l'association des Amis des études éthiques, comme toute association, cherche toujours de nouveaux adhérents, puisque nous avons, nous aussi, à compenser le vieillissement d'une partie de nos adhérents, voire le départ de certains, par de nouvelles adhésions. Et je vous mettrai dans le chat l'adresse mail de la secrétaire Axel, de manière à ce que vous puissiez lui envoyer éventuellement vos mails pour dire j'ai envie d'adhérer. C'est 30 € l'année, je vous donne le tarif tout de suite qui vous donne droit à trois numéros, je vous les mets ici, trois numéros hein, du bulletin des Amis des études celtiques, qui font en moyenne entre 50 à 70 pages chacun. Donc sur l'année, ça vous fait environ 150 à 180 pages de lecture, ce qui n'est pas neutre, qui vous donne accès bien sûr aux informations avant tout le monde, et puis qui vous donne accès gratuit aux autres événements. Justement, j'ai deux dates à vous signaler. Le jeudi 22 mai, 20h30, prochain apéro celtique sur le sujet des ogames. Donc, ça sera Marieke van der Oost qui va publier également un livre très bientôt sur ce sujet-là, qui va animer cette conférence, donc le 22 mai à 20h30. Et puis le 18 octobre, donc à partir de, rappelle-moi, c'est 18h à Paris, hein, 18h, donc à la Maison des Mines à Paris. Nous aurons donc une conférence en deux parties avec deux intervenants sur le thème de Kernunos et sera adossée à cette double conférence notre Assemblée générale annuelle à laquelle je vous invite, chers adhérents, à participer. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, je vais éteindre mon micro. Et Michael, tu vas pouvoir entamer ton propos et on t'écoute avec attention et en te remerciant d'avance. Merci. Bonsoir à tous. Je tenais à remercier particulièrement Mona Braz et Gérard Poitrenaud pour cette invitation. Ma conférence portera ce soir sur les signes gravés, les barques funéraires et le chemin des morts des mégalithes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Gérard? Ah, un petit souci. Alors, je commence. Situé dans les Côtes d'Armor, le menhir de Saint-Sampson-sur-Rance se dresse comme un témoin silencieux des croyances et des pratiques rituelles du néolithique. Par son orientation et ses gravures énigmatiques, il illustre les systèmes de croyances et l'organisation territoriale des sociétés mégalithiques de la façade atlantique de l'Espagne à l'Irlande. Les recherches récentes archéologiques révèlent un système cohérent derrière ces gravures, puisant dans un riche corpus de mythes partagés. Ces signes racontent des histoires, organisent le cosmos et explorent les origines du monde.
tout en questionnant l'au-delà. Il témoigne d'une vision partagée et d'un langage visuel structuré fondé sur des correspondances symboliques. Une nouvelle lecture des signes gravés est permise par les données récentes issues de l'archéologie. Cela doit d'abord aux travaux archéologiques d'Alasdair Whittle, britannique, et Serge Cassen de l'Université de Nantes et Jacobo Vaquero, espagnol, qui ont réinterprété les signes gravés des mégalithes dans un contexte marin, notamment avec les signes du cétacé, interprétés comme un cachalot, pour d'autres la chose, une forme récurrente, énigmatique. Une telle conception bouleverse nos représentations sur les sociétés néolithiques et leur rapport au monde. L'archéologue allemand Stefan Meder ouvre lui aussi de nouvelles perspectives en suggérant que certains signes gravés pourraient être des représentations de constellations. Il interprète par exemple le signe du cachalot comme le reflet de la grande ourse qui devait mener au pôle Nord. J'aurai l'occasion d'y revenir. L'interprétation que je propose ce soir est celle des signes gravés comme les invariants d'un mythe étiologique d'accès à l'au-delà, comparable à certains égards à ceux que l'on retrouve dans l'Antiquité. J'emploierai volontiers l'expression de culture mythologique pour l'étude des signes gravés du néolithique. Le menhir de Saint-Sanson-sur-Rance semble en effet déployer un jeu de correspondance structurale entre le monde des vivants et celui des morts, à travers le tracé d'un chemin des morts symbolisé par des barques et des haches polycrossées. Il inscrit la transition entre les sphères terrestres et célestes dans un schéma rituel complexe. La stèle de Saint-Sanson-sur-Rance que vous avez sous les yeux a été inventarié par Serge Cassin et Valentin Grimaud dans l'ouvrage La clé de la mer, une étude des représentations gravées sur la pierre de Saint-Sanson. Ce menhir, il est vrai, est bien une clé de la mer, mais il est aussi une clé des champs et surtout une clé du ciel, on le verra. La lecture de cette stèle historiée constitue une véritable pierre de Rosette à déchiffrer pour accéder au système de croyances et notamment les mythes étiologiques de fondation de cette époque. L'interprétation de cette stèle s'organise autour d'une projection tridimensionnelle, terrestre, maritime et céleste, ce que je vais m'attacher à démontrer ce soir. L'analyse méthodologique que je propose dans l'ouvrage Dolmen, Menhir et signes gravés de Bretagne s'appuie sur l'étude de 30 sites archéologiques dont on connaît l'inventaire exhaustif désormais grâce aux travaux des archéologues. Il s'étend sur l'ensemble de la façade atlantique, comme je le disais, de l'Irlande au Portugal, avec une mise en exergue particulière du phénomène carnacois. La majorité des signes, on peut passer aux diapos suivantes, s'il vous plaît. Alors, voici l'ouvrage et les 30 sites sur lesquels j'ai travaillé. Diapo suivante. Et la diapo suivante, normalement, il y a le plan de mon intervention de ce soir. Alors, comme j'ai une série d'images qui pourraient venir à l'appui de mon intervention, ce serait bien que le diapo puisse tourner, si c'est possible. Voilà. Alors voilà. Donc dans une première partie, je vais avoir l'analyse des motifs gravés et des orientations spatiales. Dans une deuxième partie, je m'intéresserai à la cosmogonie. Et troisième partie, aux cérémonies rituelles. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, il y a des petits décalages. Alors, la majorité des signes gravés sur le menhir est aujourd'hui invisible à l'œil nu.
L'érosion a altéré la pierre au point que seules quelques gravures floues subsistent. En 2020, Serge Cassin a entrepris des relevés en combinant différentes techniques, telles que la photogrammétrie et l'éclairage rasant, afin de parvenir à de meilleurs résultats. L'acquisition des données s'est déroulée de nuit sous une tente opaque pour garantir des conditions optimales de prise de vue. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je vais passer à la première partie, l'analyse des motifs gravés et des orientations spatiales. Alors, diapo suivante. Les signes gravés peuvent-ils être considérés comme les invariants d'un mythe étiologique de fondation? Alors, il va y avoir quelques lenteurs. Alors, ici, vous avez la série des motifs relevés par Serge Cassin que je vais m'attacher à interpréter ce soir. Alors, pour bien comprendre, il est important de se familiariser avec quelques-uns des signes gravés les plus représentés. Diapo suivante. Alors, vous voyez ici toute une série de signes gravés. Je vais m'arrêter sur certains signes en particulier qu'on trouve de façon récurrente. Diapo suivante. Le signe de la hache polie est l'objet de prédilection des premiers défrichements. Il est représenté sur les mégalithes, emmanché avec un manche ou non, une simple lame de hache. Diapo suivante. Le signe de la crosse. La crosse, traditionnellement interprétée comme bâton de berger, a la forme du lithéus étrusque. Son utilisation en tant qu'outil rituel permettait de délimiter un templum ou temple céleste de forme quadrangulaire perçu comme un miroir du monde. Le signe de la crosse est également proche du sceptre Eka des pharaons en Égypte ou des bâtons de jet Amat pour chasser les oiseaux des marais. L'insigne de Eka est souvent représenté de façon croisée avec le fléau, flagellum ou neke, considéré comme un symbole de protection et de puissance féconde. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les représentations de bateaux sont nombreuses et variées sur les menhirs. Elles évoquent les voyages initiatiques, les traversées de l'au-delà et les échanges commerciaux. Certains des signes proposent un schéma narratif avec des personnages et des barques funéraires en faisant apparaître 5, puis 4, puis 3 individus sur des barques funéraires. Vous les voyez ici avec les traits verticaux et on voit les barques avec des avirons de gouverne. J'aurai l'occasion de revenir sur cette image plus tard. Cet exemple-là est celui du Manet Ergros à Carcado de Carnac dans le Morbihan. Diapo suivante. Vous avez ici les représentations de barques du néolithique ailleurs en Europe. Donc voilà. Diapo suivante. Vous voyez ici une mise en situation avec une reconstitution associée de cette embarcation, alors plus ancienne du Mésolithique, la période précédente. Diapo suivante. Les signes gravés concernent aussi des animaux du monde domestique, bovidés, aurochs et capridés, chèvres, et aussi sauvages, suidés, sangliers et cervidés, cerfs. Diapo suivante. Alors, vous voyez ici le bovidé. Diapo suivante. Il y a également le signe du cétacé, le cachalot ou la chose, hein, ce symbole un petit peu énigmatique qui va nous retenir ce soir. Diapo suivante. On a sur cette diapo différents lieux où sont représentés ce signe du cachalot. Diapo suivante. Sur cette diapo est représentée l'étendue de la représentation de ce signe sur la façade atlantique.
Diapo suivante. Je vais assez vite sur les signes, je voudrais passer à l'interprétation après. C'est juste que vous familiarisez avec un petit peu tous ces symboles. Tous ces signes peuvent être associés. La combinaison de la hache emmanchée avec le signe de la crosse ou lithos est une abstraction. Ça, c'est très important de le noter. Les haches emmanchées crossées sont toujours représentées de manière stylisée, même détruites rituellement. Elles n'ont pas donné lieu à la construction d'objets. En fait, tout laisse à penser qu'elles servaient à ancrer un territoire dans l'au-delà, de le délimiter en créant une rupture de plan. Diapo suivante. La disposition des signes peut paraître aléatoire à première vue sur le menhir. Elle l'est moins si l'on considère que la combinaison des signes s'organise comme les invariants d'un mythe. Elle place la lecture sur une représentation de l'espace terrestre en trois dimensions. Une dimension terrestre, le carré, les parcelles agricoles, donc de forme carrée, célestes avec les haches polycrossées et cosmiques, les barques funéraires vers l'au-delà. Je vais entrer maintenant plus en détail à travers l'exemple de Saint-Sanson-sur-Rance. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, c'est là que commence mon interprétation. Donc, je vais progressivement colorer tous ces symboles pour leur donner du sens. Diapo suivante. Les signes de Saint-Sanson-sur-Rance s'inscrivent dans un schéma narratif. Ils racontent une histoire. Cette histoire parle d'un chemin des morts. Le quadrillage de la face nord renvoie au parcellaire les champs, à la territorialisation du néolithique. Il est orné de gravures représentant des animaux domestiques, tels que les bovins, aurochs, et les caprins, chèvres, symbolisant la fertilité et l'économie agricole sédentaire. Cette face peut aussi renvoyer à l'ancrage des sociétés néolithiques dans le territoire et la gestion communautaire du terroir. La face ouest, quant à elle, est gravée de motifs de faune sauvage, sangliers, cerfs et de figures maritimes, notamment du cétacé. Ces éléments traduisent un lien avec les espaces liminaux de la forêt et de l'océan. Le cétacé, interprété comme une psychopompe ou une constellation, évoque une transition vers l'au-delà, vers un au-delà cosmique. Les parcelles sont déformées, représentent la Terre qui s'efface pour céder la place au ciel et à l'océan. La face sud représente une, la face sud représente une barque anthropomorphe associée à un aviron de gouverne et des bâtons de jet, ou lithos, qui incarnent une dimension rituelle et narrative. L'humain au bras en croix, en haut de la stèle, semble symboliser un rôle actif dans le voyage initiatique. Enfin, la face est montre une barque vide, souvent interprétée comme une allusion à la barque solaire, marquant une renaissance ou un renouveau, ou encore l'ascension spirituelle. Cette phase souligne le lien avec le retour de la lumière et des cycles solaires. L'espace est vide et la barque située au sommet du menhir. Ensemble, les motifs semblent structurer une carte rituelle. Ce schéma narratif est un véritable millefeuille. La dimension céleste, elle, apparaît lorsqu'on relie les haches emmanchées, crossées. Vous voyez, je l'ai dessiné sous la forme quadrangulaire jaune. Ces haches constituent une deuxième dimension qui permet de délimiter une portion de l'espace céleste, comme pour le soustraire. Le diagramme ainsi formé décrit une figure quadrangulaire, elle-même inscrite dans un sous-quadrillage équidistant. Ces haches emmanchées, omniprésentes dans les gravures mégalithiques, délimitent un templum, temple du ciel, un quadrillage qui sacralise l'espace représenté. Il est comparable à ceux qu'on le retrouve dans les mythes étiologiques de fondation d'origine étrusque, en particulier la légende de fondation de Rome, où les augures délimitaient le ciel avec un lithos, une crosse pour observer les signes du ciel. C'est par exemple le cas
d'une gravure représentant Octave en Auguste que j'ai, je crois, dans l'image suivante, si je me souviens bien. Bon, elle y est peut-être pas. Donc, on va revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît. Diapo précédente, s'il vous plaît. Ah, là, on est revenu au début. Diapo précédente. Si on pouvait revenir sur le diagramme sacré du thème jaune. Là, c'est avant, s'il te plaît, Gérard. Alors là, tu le déroules en entier, le diapo, là, tu es dans le mauvais sens. Avant. Voilà. Sur la pierre de Samson, les haches emmanchées sont disposées de forme quadrangulaire. Ce cadre symbolique circonscrit le monde sauvage, la forêt et la mer. Les haches stylisées associant les formes de la hache polie et de la crosse sans marquer des zones de transition. À ces endroits, les parcelles figurées dans le quadrillage sont modifiées, déformées, suggérant un changement d'état ou de statut. Une fois le templum jaune que j'ai dessiné, le trajet des barques funéraires se dévoile alors, que j'ai représenté ici en bleu. Le quadrillage du diagramme sert de point de référence pour ancrer le trajet des barques funéraires. Les barques sont disposées à des endroits précis, comme posées sur une toile du ciel émergeant du sol terrestre. Le positionnement des barques funéraires, à la base, sur la face nord, et au sommet sur la face sud, leur orientation dictée par la course du ciel, de la lumière, confère à ce trajet une dimension cosmique. Ils inscrivent le menhir de Saint-Sanson-sur-Rance sur une troisième dimension, celle d'un axe reliant le monde terrestre au monde céleste, un chemin des morts. La présence du cétacé et de la double barque, surmontée d'un point, pourrait également rejoindre cette dimension à considérer l'hypothèse de Stéphane Meder sur les constellations qui considère le signe du cachalot comme une représentation possible de la grande ourse menant au pôle Nord. Le signe de la double barque serait alors un point focal, peut-être l'étoile polaire, et le cétacé, le moyen d'y accéder entre l'océan et le ciel, l'océan primordial. Diapo suivante. C'est aussi ce que suggère Gavrinis. Diapo suivante. J'ai représenté en bleu plus foncé l'océan, en bleu, en bas, en bleu clair le ciel. La partition de la stèle permet de bien différencier le ciel en haut, l'océan en bas. Le signe du lithoус est tourné vers le ciel, les haches polycrossées et les serpentiformes, un chemin entre terre et océan, une zone d'interface dans l'accès à l'au-delà, où l'océan et le ciel se confondent. Sur une autre stèle qui n'est pas sur le diapo, la dalle C1, trois cavités, des gros trous, sont semblables à celles de dalles servant de bouchons de sépulture dans le bassin parisien. Elles suggèrent une fonction de poignée pour faciliter l'accès dans l'au-delà, le passage dans l'au-delà. C'est une sorte de porte. Voilà. Je continue avec la diapo suivante, s'il vous plaît. Cette idée de schéma narratif des barques sacrées est aussi représentée dans la stèle R4
du cairn de Manéagros à Kercado-Carnac dans le Morbihan. Sur cette stèle, si on est un petit peu plus précis cette fois-ci, deux signes quadrangulaires sont associés à des barques. Le premier signe quadrangulaire, à gauche, a une partition horizontale. Il est surmonté de 5 traits verticaux. Ce signe est placé près d'une barque représentée avec un aviron de gouverne et 4 traits verticaux. À proximité se trouve une autre barque, cette fois de 3 traits verticaux avec un aviron de gouverne plus long dans le sens opposé. La seconde barque est tournée vers le signe quadrangulaire de droite qui a une partition verticale. Le premier signe quadrangulaire avec la partition horizontale représente la Terre. Les traits verticaux sont les humains, codifiés par des chiffres de 5, 4 et 3. La seconde barque avec l'aviron de gouverne inversé en forme de crosse et la forme quadrangulaire à la partition verticale qui lui est liée indique un stade supérieur, celui du passage dans le monde supramarin, l'au-delà, l'océan primordial. Les chiffres de 5 à 3 proposent donc un discours narratif, celui d'un cheminement ou d'une voie à suivre, comme la barque solaire de Saint-Sanson. Diapo suivante. Euh, Diapo suivante. Le trajet des barques funéraires fait également écho à des traditions de l'Antiquité, par exemple celles de l'Égypte ancienne et des traditions celtiques. Il suffit par exemple de relire Procope de Césarée sur le transport des âmes par bateau sur l'océan. Ce sont des barques funéraires. Sur la diapo en question que vous voyez ici, on peut voir donc une barque funéraire à la base sur le site de Gizeh. Cette barque était enfouie à la base de la pyramide, donc d'une des pyramides de Gizeh. Diapo suivante. Alors, si on le voit, c'est la pyramide de Khéops. Vous voyez, si vous voyez le carré bleu, le premier plus en haut, elles sont représentées, ces barques solaires, tout autour de la de la pyramide de Khéops, avec des petits symboles rouges. Et vous en avez une représentation en photo. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans le tombeau de Toutankhamon également, les barques funéraires sont représentées comme des artefacts pour accompagner le pharaon dans l'au-delà. Donc, tombeau de Toutankhamon qui se trouve dans la vallée des rois, donc à la hauteur de Thèbes, Luxor aujourd'hui. Diapo suivante. Je relis ici un passage de Procope de Césarée qui a beaucoup de liens avec, qui a un écho avec cette lecture des mégalithes. Je le lis. Les gens de ce lieu disent que le transport des âmes leur est confié tour à tour. À une heure tardive de la nuit, ils entendent que l'on frappe à leur porte et qu'on les appelle distinctement pour leur travail commun. Sans hésitation, ils se lèvent et vont au rivage. Ils voient là des bateaux prêts, sans personne à bord, non pas leur bateau à eux, mais d'autres, dans lesquels ils embarquent et saisissent les rames. Ils perçoivent que les bateaux sont chargés de nombreux passagers, cependant ils ne voient personne. Après avoir ramé une seule heure, ils arrivent en Brétia, en Bretagne insulaire, la Grande-Bretagne actuelle. Voilà. Diapo suivante. Cette culture des signes gravés a aussi un écho dans le disque de Nebra. Sur le disque de Nebra en Allemagne, entre 2200 et 1600 avant notre ère, les communautés de l'âge de bronze avaient l'habitude de donner aux défunts des objets pour leur voyage après la mort, souvent en double. On a retrouvé près du disque 2 épées et 2 haches offertes de cette façon. Le disque était debout avec l'image de la barque solaire en bas. Vous voyez tout en bas, barque solaire ou voie lactée. Diapo suivante. Alors, vous avez donc ces dons, ces offrandes sous forme double et donc associées au disque. Diapo suivante.
Le récit de Saint-Sanson-sur-Rance se présente ailleurs aussi dans sa forme élémentaire, à travers un jeu de correspondance structurale, associant la hache emmanchée crossée, une forme quadrangulaire et un croissant, celui de la barque. Donc là, on voit bien le carré, la terre et la barque qui lui est liée. Et donc, ces trois dimensions renvoient aux trois sphères que j'avais indiquées: terrestre, le carré; céleste, la hache emmanchée stylisée; et cosmique, la barque. Ce n'est pas sans, je dirais, anodin de constater aussi que ces formes ont également, évoquent un petit peu l'idée d'une grande casserole. C'est pas un hasard non plus. Voilà. Diapo suivante. Ce langage visuel élémentaire se retrouve sur d'autres sites mégalithiques, comme Spézet, le Vieux Moulin, la Table des Marchands, ou encore au Portugal. Le programme peut être aussi développé ou complet dans un schéma narratif comme au Manélude, que j'ai décrit sur un autre article ici. J'ai décrit donc dans un autre article le déroulé précis de tous ces signes gravés. Et c'est aussi le cas à Gavrinis. On voit toute une série de stèles qui comportent une série de motifs qui racontent aussi cette idée de chemin des morts. Ici, on a une version exhaustive. Dans la version précédente, c'était la version minimale, les structures de base. Et à chaque fois, on retrouve ces trois dimensions. Diapo suivante. Le grand menhir de Locmariaquer, à plus de 150 km de Saint-Sanson-sur-Rance, reconstitué à partir des dalles de plafond de la Table des Marchands et de Gavrinis, semble aussi répondre symboliquement à la pierre de Saint-Sanson. Ce lien est rendu possible par un réseau fluvial et maritime qui renforce l'idée d'une circulation des savoirs et des pratiques rituelles entre ces sites par la mer et l'océan, la Rance et la Vilaine, la Manche et l'Atlantique. Toutes ces correspondances témoignent d'une vision partagée du monde au néolithique, inscrivant les communautés dans une cosmogonie commune où le terrestre, le maritime et le céleste se répondent. Diapo suivante, je vais passer maintenant à une seconde partie. Cette partie concerne la cosmogonie et la conception spatiale des sociétés néolithiques. Diapo suivante. À l'origine, la stèle de Saint-Sanson était droite, verticale. Une fouille à la base que Serge Cassen qualifie de fouillement, recherche d'un trésor, plutôt que d'une exploration archéologique, est l'hypothèse généralement donnée mais non vérifiée pour expliquer l'affaissement actuel. Le sous-sol, en grande partie meuble et argileux, ce qui pourrait expliquer son lent affaissement aujourd'hui. Donc c'est probablement plus un affaissement qui explique aujourd'hui cette inclinaison. La question de l'orientation fondamentale des individus est devenue particulièrement pertinente au néolithique, lorsque les hommes sont devenus sédentaires et attachés à un territoire. Les anciens croyaient en un temps circulaire. Leur observation était le temps du soleil et de la nature pour connaître le cycle des saisons et le temps de l'agriculture. Les communautés se rassemblaient pour célébrer l'alignement cosmique. Diapo suivante. L'inscription du templum sur le menhir de Saint-Sanson-sur-Rance, que j'ai figuré en jaune, permet aussi de déterminer le moment précis de la journée où se déroulaient les cérémonies rituelles. Et c'est ce que nous apprend un petit peu ce menhir. La concentration des motifs sur la face ouest du templum suggère que les cérémonies rituelles se déroulaient entre la fin du jour et le début de la nuit, au soleil couchant, au moment où on peut commencer à observer les étoiles. Les pratiques rituelles étaient liées aux observations astronomiques et aux cérémonies funéraires. Ces rites étaient probablement accompagnés d'offrandes et de chants. Ils permettaient de renforcer les liens entre les vivants et les ancêtres, tout en affirmant l'identité collective de la communauté.
Les rituels visaient non seulement à accompagner les morts, mais aussi à renforcer les communautés autour d'un territoire et d'un patrimoine spirituel partagé. Le menhir de Saint-Sanson-sur-Rance, dans ce contexte, fonctionne comme un centre symbolique. Il matérialise la mémoire des ancêtres et légitime l'organisation sociale autour de la maîtrise du sacré et du profane. Diapo suivante. Les premiers paysans ne pouvaient donc ignorer la course du soleil. Ils avaient besoin de connaître le cycle des saisons pour l'agriculture. Aussi, les idées de la théorie des alignements de menhir, comme celle d'un observatoire et de calendrier agricole, sont recevables. Cependant, la présence des tertres funéraires antérieurs aux alignements y ajoute une dimension culturelle et cultuelle. À l'évidence, les alignements de Karnak n'avaient pas la précision des satellites d'observation qui gravitent autour de la Terre aujourd'hui. Les observations relevaient d'abord du champ de l'expérimentation. Lever et coucher du soleil, le rythme des saisons étaient des directions suffisantes pour les constructeurs de mégalithes. La fin de la journée, avec le soleil couchant, a son pendant symbolique dans l'année solaire avec le solstice d'hiver. Le 21 décembre correspond au jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. À ce moment précis, la Terre atteint l'inclinaison maximale de son axe par rapport au plan de son orbite, réduisant ainsi au minimum l'ensoleillement reçu. Pour les agriculteurs du néolithique, cette période marquait le début d'une nouvelle année. Le solstice marquait symboliquement le moment où la lumière commençait à renaître, annonçant le retour du soleil et l'allongement des jours. Ce renouveau promettait la levée de futures récoltes. Les données archéologiques suggèrent aussi que l'orientation des corps ou des tombes était loin d'être aléatoire et qu'elle relevait d'une signification profonde en lien avec la cosmologie et le rapport au monde des défunts. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces orientations spécifiques. L'une des plus répandues est l'idée d'une connexion symbolique avec le cycle de la vie et de la renaissance. L'orientation vers l'Est, par exemple, pourrait être interprétée comme une volonté d'associer le défunt au soleil levant, symbole de renouveau et d'espoir de continuité après la mort. Il est possible aussi que les sépultures étaient alignées sur le solstice d'hiver. Ces dernières auraient été disposées de manière à capter les premiers rayons du soleil levant lors de ce solstice, soulignant ainsi la renaissance de la lumière et de la vie. Le monument mégalithique que vous voyez de Newgrange, en 3200 avant notre ère, situé en Irlande, est célèbre pour son alignement astronomique avec le lever du soleil lors du solstice d'hiver. L'architecture ici est intentionnelle, puisque cet alignement a nécessité la mise en place d'une fenêtre spécifique placée au-dessus de l'entrée. L'imposte, une large dalle de pierre ornée de spirales surplombant l'entrée de la chambre funéraire, est percée d'une fente méticuleusement orientée vers le solstice d'hiver. Il y a 5200 ans, l'entrée du rayon du soleil était parfaitement synchronisée avec le lever du soleil comme un retour à la vie. Aujourd'hui, ce phénomène apparaît quelques minutes plus tard à cause du léger changement d'inclinaison de l'axe de la Terre, phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes. L'orientation des tombes pourrait avoir aussi été déterminée en fonction de la date du décès du héros fondateur du clan. Cette date pourrait avoir été associée à un moment particulier du cycle solaire, équinoxe ou solstice, ou à une autre date significative dans le calendrier de la communauté. L'orientation des sépultures aurait ainsi pour but de perpétuer le souvenir de ce personnage important et de renforcer le lien symbolique entre les vivants et les morts et la pérennité des lignages. Cette cosmogonie est souvent décorée de gravures en forme de spirale
Diapo suivante. Euh, bon, c'était, oui, j'ai pas, je pensais avoir New Grange en photo. Alors, je voulais insister sur cette notion de spirale. Ce n'est pas sans logique que les anciens croyaient que lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il allait dans l'océan ou sous la terre, au pays des morts, avant de réapparaître le lendemain matin dans celui des vivants. Ainsi, il devenait évident pour eux de relier la fin d'un arc de cercle au début du suivant par un arc inversé, créant ainsi le symbole de la spirale. Je vais passer maintenant à la dernière partie, celle des cérémonies rituelles et de la mémoire communautaire. Comme le dit savamment Philippe Jouette au sujet d'un article sur l'astronomie celtique, l'homme a éprouvé le nomos des astres avant d'en faire le logos de l'astrologie. L'homme a d'abord été confronté à l'ordre naturel des astres, dont il a observé le mouvement et les cycles. Cette expérience directe, sensible du nomos des astres, a précédé la construction d'un discours, celui de la mythologie, des mythes et de l'astrologie. Avec l'essor de l'agriculture et de l'élevage, les croyances prennent une dimension rituelle. Ces croyances reflètent le cycle de la vie, des saisons, des animaux et des cultures. Au néolithique, nous dit l'anthropologue Robert Amaillon, les esprits qui comptent sont les ancêtres, de qui sont hérités troupeaux, pâtirages ou champs. La direction des rituels collectifs revient aux chefs politiques. Y apparaissent le sacrifice et la prière. Mais dépendre d'ancêtres à vénérer et à obéir est pesant, et l'atmosphère s'en ressent. Elle est hantée par cette contrainte et par la crainte des maux que les ancêtres infligent à leurs descendants indociles. Complaintes et requêtes se multiplient. Les guides spirituels, peut-on les appeler chamans, jouent alors un rôle central. Ils réparent les désordres, président aux cérémonies rituelles. Vous avez ici donc une représentation du cercle de pierre des alignements de Karnak. Voilà. Diapo suivante. La découverte de foyers de caissons à ossements et de fragments de coupe à socle. La caramélisation est bien faite. Ouais, je suis content de la caramélisation. La caramélisation est mise en relief. Utilisés pour brûler des parfums vers 4300 à 4000 avant notre ère, à proximité de la double enceinte d'Erlanic, dans la commune d'Arzon, attestent de la tenue de cérémonies rituelles et communautaires. Ces objets, associés à des haches polies et des ossements de bovidés intentionnellement brisés, illustrent des pratiques culturelles axées sur la purification et les libations. L'ambiance de ces lieux évoque clairement celle de sanctuaires où les communautés se réunissaient pour honorer leur divinité ou leurs ancêtres. Diapo suivante. La proximité de deux enceintes de pierre incomplètes en forme de fer à cheval, injustement ou appelées cromlech, ce ne sont pas des cercles complets, à Erlanic ne peut s'expliquer que par un processus de refondation de l'espace, soit par repositionnement pour mieux l'arrimer au cosmos, soit par extension de l'espace de ces communautés en lien avec un culte des ancêtres. Un tel processus était par exemple à l'œuvre dans l'Antiquité pour la fondation de Rome. La Rome antique a été plusieurs fois refondée après l'épisode légendaire du Mont Palatin. Diapo suivante. Les ossements de bovidés, brisés de manière intentionnelle, renforcent l'idée de rituels sacrificiels destinés à honorer les esprits ou à marquer la fin d'un cycle. Ces pratiques peuvent être rapprochées de celles observées dans d'autres signes mégalithiques où les sacrifices d'animaux et les offrandes visaient à assurer la fertilité des terres, la prospérité des récoltes ou le passage des âmes vers l'au-delà.
Les menhirs sont donc à l'évidence des marqueurs paysagers et symboliques. Ils structurent le territoire. Diapo suivante. L'étude de l'organisation spatiale des ensembles mégalithiques tels que le groupe de mégalithes de Monteneuf, étudié par Yannick Le Cerf, révèle une structuration du territoire par les communautés néolithiques. Comme le souligne Yannick Le Cerf, le site de Monteneuf, d'une superficie d'environ 350 km², est délimité par des cours d'eau à l'est, à l'ouest et au sud, et par une ligne géologique de schiste au nord. L'habitat est implanté sur le plateau central, légèrement en retrait d'une ligne de crête qui servira de voie de communication à l'époque gallo-romaine. Le groupe de menhirs principal, celui des pierres droites, est disposé en bordure de cette voie, à proximité de l'habitat. Deux zones sont dédiées aux allées couvertes, situées en périphérie, à environ 1500 mètres de l'habitat. La disposition en périphérie de dolmens moins importants ou d'un menhir sur un point culminant peut également avoir valeur de bornage du territoire. Ce type d'organisation spatiale témoigne d'une occupation définitive et légitime d'un territoire par un clan spécifique. Le territoire, initialement prélevé sur d'anciens territoires de chasse, est désormais bien différencié de ceux des autres communautés. À Karnak, l'orientation des alignements suit imparfaitement la course de la lumière d'est en ouest. Si l'orientation astronomique peut avoir joué un rôle, il est important de noter aussi que les alignements épousent avant tout les formes du relief, des interfluves qui partent dans toutes les directions du paysage, les fils de menhir, dévalent les pentes, escaladent les versants et les reliefs dans une ondulation qui évoque un tracé serpentiforme. Cette intégration au paysage suggère que les alignements de Karnak, plus qu'une simple construction astronomique, sont aussi une véritable appropriation du territoire. La barrière minérale des alignements du menhir de Karnak, ce que Serge Cassen appelle la barre de Stèle, s'offre immédiatement au paysage. Elle crée une rupture ontologique pour ces sociétés. Cette limite est encore bien visible aujourd'hui entre le littoral et l'intérieur des terres, soulignant que deux mondes distincts pouvaient être établis de part et d'autre des alignements de menhirs. La présence de tertres funéraires antérieurs au fil de menhir, la proximité de dolmens et de tumulus inscrivent les alignements de Karnak également dans le cycle de la vie et de la mort, renforçant leur dimension symbolique et sacrée. La métaphore enfin poétique des alignements de menhir, parfois utilisés comme des points d'acupuncture de la Terre, montre que ces sociétés néolithiques avaient une très bonne compréhension de leur environnement. Le choix des emplacements mégalithiques témoigne à l'évidence d'une volonté de territorialisation du sacré. Ces lieux sont situés souvent sur des points hauts ou à proximité des cours d'eau. Ils étaient le théâtre de rituels fondateurs qui inscrivaient symboliquement les communautés dans un espace à la fois terrestre et cosmique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette Les diapos, alors elles sont où? Comment? Il montre des diapos. Diapo suivante. Cette territorialisation permettait aussi de s'arrimer au cosmos. Dans la tradition gréco-romaine, les images des étoiles sont appelées des constellations. L'interprétation des astérismes, les groupes d'étoiles remarquables et brillantes, dépendent en grande partie de nos catégories mentales. Elles varient selon les sociétés, dans l'espace et le temps. L'archéologue allemand Stefan Meder avance l'idée qu'elle pourrait symboliser notamment la grande casserole pourrait symboliser la constellation de la Grande Ourse pointant vers le pôle nord céleste. D'autres projections célestes concerneraient également la lame de hache et le signe de la crosse. Meder émet aussi l'hypothèse que les cupules
assimilées à des étoiles, pourraient également refléter des constellations remarquables de la voûte céleste. Ainsi, alors que alors que les cupules pouvaient servir de carte de ciel préastronomique, les signes gravés semblent renvoyer à un univers mythologique et symbolique. Ensemble, les cupules et les signes gravés paraissent définir un chemin des étoiles, une possible interface dans l'au-delà. Diapo suivante. La carte du ciel au néolithique de Médère est présentée donc sur les constellations ici gréco-romaines, avec le signe du cachalot en bleu, celui de la crosse en marron ou orange, et de la lame de hache verte autour de 4600 avant notre ère. Voilà. Alors, diapo suivante. La conception de la mort était-elle différente avant au Paléolithique? Diapo suivante. Alors, donc je vais parler maintenant de la conception. Alors là, vous voyez euh, le signe donc de la double barque avec le point focal associé au signe du cachalot qui pourrait faire référence à la constellation de la Grande Ourse selon Stéphane Meder, l'archéologue. Diapo suivante. Alors, cette conception de la mort et du sacré, la retrouve-t-on avant au Paléolithique? La philomythologie, ou étude de l'évolution des mythes, révèle que le thème du voyage de l'âme vers le royaume des morts est un motif très ancien et répandu dans les différentes cultures. L'historien Julien Duy, qui consacre des recherches à la préhistoire des mythes, constate que le motif des mythes, faisant de la Voie lactée la route empruntée par les âmes dans leur voyage vers l'au-delà, ou le chemin suivi par un cortège funéraire, est connu des premiers Homo sapiens avant leur sortie d'Afrique. Il ajoute également que certains chercheurs pensent que les anciens Égyptiens y voyaient une rivière céleste qui aurait répondu au Nil terrestre. C'est aussi l'avis de l'astrophysicien anglais qui a apporté un nouveau éclairage en identifiant un lien potentiel entre la voie sacrée et la déesse Nout, jusqu'alors ambiguë dans la culture égyptienne antique. Ainsi, très tôt, nos ancêtres ont considéré que les morts se repéraient grâce aux étoiles, alors que de nombreuses cultures ont abondamment traité la narration de la mort, la localisation d'un au-delà et l'identification d'un chemin vers la mort, peu ont exploré en détail l'imaginaire du royaume des morts. C'était aussi le cas au néolithique. Le phénomène mégalithique carnacois a été bref au regard de l'histoire. Les signes gravés du néolithique atlantique européen sont restés au stade d'idéogrammes, conservant leur part de mystère. Le processus de codification qui a conduit ailleurs à l'écriture, en Mésopotamie et en Égypte, a été interrompu à Karnak et au-delà sur toute la façade atlantique. Une des raisons pourrait être liée à l'augmentation soudaine du niveau marin. Elle aurait bouleversé l'équilibre du pôle carnacois, dont une des sources d'enrichissement était probablement l'exploitation du sel. Diapo suivante. Ah, je terminerai. Comme conjuration funeste, des haches polies ont été retrouvées fichées dans la vase, tournées vers le ciel. Le déclin de Karnak se poursuit à l'âge de bronze. Éloignée des gisements d'étain, la région de Karnak se trouve désormais en marge des réseaux d'échanges atlantiques. J'en viens à ma conclusion.
À l'évidence, raconter un mythe est risqué, a fortiori lorsqu'il s'agit de symboles. La découverte des signes gravés ouvre une fenêtre inédite sur les systèmes de croyances des sociétés préhistoriques. Ces témoignages matériels, longtemps négligés, sont aujourd'hui redécouverts grâce aux nouvelles technologies de numérisation. Leur interprétation représente un défi passionnant où la méthodologie de l'étude des mythes étiologiques peut s'avérer précieuse. Les signes gravés offrent en effet une première preuve concrète et palpable de l'existence de systèmes de croyances cohérents basés sur des invariants mythiques. Comme les exemples de Chauvet et de Lascaux l'ont montré, l'art paléolithique, lui, témoigne aussi de la richesse symbolique des sociétés anciennes. Les découvertes archéologiques telles que celles faites à Erlanich appuient cette lecture en mettant en évidence des objets rituels associés à des pratiques funéraires et sacrificielles. Des artefacts comme les coupes à socle et les haches polies à valeur symbolique en jade ou de prestige renforcent l'idée d'un sanctuaire où le temps et l'espace étaient organisés autour de croyances cosmiques et terrestres et où les symboles et les rites jouaient un rôle clé dans la structuration des sociétés du néolithique. Le menhir de Saint-Saëns-sur-Rance offre donc un exemple concret de l'importance de ces signes gravés. Plus qu'un simple repère géographique, il incarne une vision du monde néolithique où l'homme, la nature et le cosmos sont étroitement liés. Les motifs gravés, structurés selon les points cardinaux et associés à des symboles animaux et cosmiques, témoignent d'une organisation spatiale réfléchie fondée sur un cycle de vie, de mort et de renaissance. En ce sens, le menhir de la Tremblay constitue un livre de pierre, je dirais même une vraie pierre de Rosette, où les gravures racontent un chemin initiatique, un voyage des morts qui concentre à lui seul une grande majorité des signes gravés. Il traverse les éléments, donc il incarne ainsi ce menhir une parfaite synthèse des rapports entre l'homme, la nature et le cosmos, dans une vision où la vie et la mort, le profane et le sacré se répondent dans une danse cyclique, unissant le terrestre et le céleste dans une quête d'harmonie durable. Un lien peut être établi aussi dans les recherches que je mène avec les récits hagiographiques, les récits des vies de saints du premier Moyen Âge, notamment ceux des 7 saints fondateurs de Bretagne associés à la fondation d'un évêché, Samson, Malo, Brieux, Tugdual, Paul, Corentin, Paterne. Ces récits, qui relatent les premiers temps de l'immigration bretonne, racontent eux aussi une histoire sacrée centrée sur la vie des saints. Une fois détachés de leurs héros initiaux, une fois détachés de leurs héros, ces récits mettent en scène également une topographie du sacré. Des gravures néolithiques aux récits hagiographiques du Moyen Âge, ces témoignages partagent avec les mythes étiologiques une fonction commune. Ils cherchent à expliquer et à légitimer l'origine d'un lieu, d'une communauté ou d'une pratique. Voilà, je vous remercie. En fait, peut-être une petite anecdote. Euh, Toutes ces formes géométriques que j'ai retrouvées, les figures de Templum, je les ai découvertes en faisant les tracés lors d'une surveillance d'un examen au collège. Donc j'avais les signes gravés et donc là j'ai vu qu'il y avait des formes qui m'évoquaient ce que j'avais vu par ailleurs, notamment les templums étrusques. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Et puis maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En espérant que ça vous avoir informé ce soir. C'est bon? Gérard, je te laisse la parole. Oui, par contre, voilà, c'est dans le chat que j'aurais voulu. Je demande à Marie que si elle peut relayer sur le chat groupe
euh, les informations que j'ai données, l'adresse d'accès, la secrétaire des AEC, pour ceux qui souhaiteraient adhérer et recevoir le bulletin, hein, je signale, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, 3 bulletins annuels hein, qui sont compris dans l'adhésion, plus les invitations aux événements gratuits pour les adhérents. Et puis là, des questions. On va commencer par la première de Juste Fred. Oui, il y pardon, il y a eu un petit léger décalage des fois entre ce que je disais, les images. Je suis désolé. c'est pas grave. Ouais. Hmm. C'est pas grave, c'est les plaisirs de la technique. Alors, c'est Fred qui nous pose la question, qui te pose la question. Outre la grande ours, le cachalot pourrait être aussi associé à la constellation de la baleine, surtout visible en automne et en hiver en sud-est, et elle culmine vers le ciel, dans le ciel par contre, vers novembre. Alors, c'est C'est une remarque possible. ou une question? Oui. C'est Alasdair Vittel, le Britannique, qui parlait, lui, à l'origine, non pas d'un cétacé, c'était le premier à découvrir, mais de baleines. Donc, c'est fort possible. Alors, autre question. Voilà, la barque funéraire figure sur les stèles gauloises. Elle est interprétée comme une lune en berceau, un phénomène rare mais qui ne peut avoir lieu qu'à une date proche de l'équinoxe. La lune étant, ou le lune, voilà, parce que selon la langue qu'on emprunte, c'est le lune, hein, étant parfois considérée comme un marchepied vers l'au-delà. Alors pourquoi une barque solaire et non pas une barque lunaire? Euh, Ça, je pense que les néolithiques sont d'abord des agriculteurs. Et c'est vrai que le soleil, c'est celui qui amène les récoltes. Euh, maintenant, maintenant je ne suis pas assez pointu pour savoir si la barque renvoie à un croissant de lune. À mon avis, je penche plus sur l'idée que les croissants renvoyaient concernant le néolithique. À chaque fois qu'on a des croissants, c'est associé à des traits verticaux. Donc là, ça évoque clairement, Serge Cassan l'a dit, des êtres humains. Donc, en ce qui concerne le néolithique, lorsqu'on a un croissant de lune, c'est plutôt une barque funéraire. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'association de l'association du croissant de lune avec la forme quadrangulaire pourrait renvoyer aussi à la constellation, à une constellation. Donc, et ça renvoie à l'hypothèse de Stéphane Meeder. Merci. Alors, j'ai une question de Céline. On retrouve également en Galice les croyances sur les barques funéraires que prenaient les âmes des défunts pour aller vers l'ouest. Également en Galice, à Marino, près de Pontevedra, surplombant la plage. Alors, je descends le texte. On retrouve des pétroglyphes avec des formes circulaires. Avez-vous davantage de données à ce sujet? Les pétroglyphes circulaires, vous voulez dire les signes en Avec forme des de formes sein? circulaires. Parce que là, il y a très peu de, les archéologues comme Serge Cassin sont très peu penchés sur ce type de signes sur les signes circulaires. C'est vrai que c'est souvent le parent pauvre de l'étude des signes gravés. Autant on est à peu près sûr sur les autres. Alors s'agit-il d'astres? Pourquoi pas? Des fois, on trouve les deux. Alors, vous parliez tout à l'heure de mes hésitations entre la Lune et le Soleil. Pourquoi pas, quand il y a deux cercles, l'association de la Lune et du Soleil? Pourquoi pas? Plutôt que des saints. Parce que là aussi, beaucoup de stèles ont été interprétées comme des déesses mères, etc. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu de stèles qui évoquent des déesses mères au néolithique. Donc, Alors, Céline précise, ce sont des signes soit en forme de labyrinthe, soit en forme de cercle. un labyrinthe, je vois pas trop en forme de labyrinthe. Est-ce qu'elle peut être plus précise? Alors, Céline, Oui, je me... oui, Oui, euh, oui, bien sûr. voilà, allez-y. donc, bonjour. Euh, Bonjour. j'ai étudié l'anthropologie et j'ai eu l'occasion de voyager à plusieurs occasions en Galice. Et effectivement, en fait, il y a toute une zone où il y a plein de plétoglyphes, où il y a des labyrinthes, même le seul pas plus grand que allez, 50 centimètres. On voit qu'il y a une forme qu'il faut suivre, en fait, comme un labyrinthe, en fait, qu'on peut trouver fait de buis ou quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment gravé dans la pierre.
à même le sol, et il y en a d'autres qui sont plutôt en forme circulaire. Et Il y a des- pourquoi pas l'idée d'un labyrinthe et d'as qui conduit vers un au-delà aussi, peut-être un accompagnement dans l'au-delà. Donc, je pensais juste, j'étais en balade dans les monts d'Arrée, donc dans le centre-Bretagne, et j'ai visité une allée couverte. Il y avait des pagaies qui étaient gravés. Et la stèle centrale du chevet, c'était une hache polycrossée. Donc, comme je le disais dans ma démonstration, la hache polycrossée, c'est un objet qui n'existe pas. La hache poly existe, la crosse existe, mais la hache polycrossée n'a pas d'utilisation. C'est une abstraction, donc ça a une utilisation rituelle. Et donc, trouver des pagaies en plein centre-Bretagne sur les monts d'Arrée, ça interpelle. Et finalement, ça renvoie à cette idée d'un voyage dans l'au-delà. Et il y avait aussi, je cherchais avec mon fils un petit peu, on s'amusait à retrouver les signes gravés. Il y avait des saints qui étaient représentés. On s'amusait, et c'est surtout petit. Et je me dis, des saints qui sont placés en haut d'une stèle, je vois pas trop l'idée. Plutôt l'idée que ce soit des astres qui accompagnent le défunt vers l'au-delà. On est dans un schéma narratif. Pourquoi pas? Parce que l'idée des saints, là, je pense que ça a de moins en moins de validité de caution scientifique, en tout cas. Voilà. Je j'ai pas d'autre réponse que ça à donner, je pense. Alors, j'ai Jean-Louis qui te remercie, Michael, pour la présentation et qui te pose la question suivante. Quelles pourraient être les recherches futures qui feront avancer ces études sur les lésions mythologiques à travers les âges? À travers les âges, euh, je vais vous dire, moi je pense que le rituel de la mort marque des ruptures importantes. Les rituels de la mort marquent des ruptures importantes à travers euh, à l'époque du néolithique, c'est des rituels, c'est des tombes collectives. À l'époque celtique, lorsqu'arrive comment dire, le mouvement de population d'ascendance Kourgane, c'est plutôt des tumulus individuels. À l'époque chrétienne, c'est des cultes à mystère. Je crois que la notion de rupture par rapport au rituel funéraire, c'est très important. Et ça serait toujours par rapport aux mythes, aux religions. Donc, euh, il y a une culture mythologique au néolithique avec trois symboles que je considère comme fondamentaux, la crosse, la forme quadrangulaire, la barque. Et ce sont ce sont des tombes collectives. Chez les Celtes, c'est plutôt des tombes individuelles. Et dans le christianisme, c'est un culte à mystère, donc différent. Et je pense que, en fin de compte, ça, c'est des ruptures qu'on n'a pas suffisamment mis en évidence dans nos sociétés. Euh, il y a une différence entre la mort du néolithique, la mort celtique et la mort chrétienne, même si, je dirais, je suis un peu comme... il y a des archétypes, des archétypes qu'on retrouve constamment. L'idée de barque funéraire associée à l'Ouest et à la mort, ça, on le retrouve pratiquement partout. Cette idée d'un voyage dans l'au-delà, on le retrouve. On le retrouve de façon constante. Alors, Marie te fait remarquer, c'est sur le chat, hein, elle a mis une photo que vous pouvez regarder. Elle précise, il existe aussi une petite barque en or qui a été trouvée à Boyter en Irlande. Voilà, Mm. qui renforce encore cette notion de barque qu'on va retrouver en Bretagne aussi avec la barque donc déjà la charrette de l'Ankou qui déchargeait après les âmes dans le bateau du pêcheur chargé de traverser la mer de Bretagne, n'est-ce pas? Même les saints finissent sur des barques. Hein. Saint Gildas, il est comment je crois que oui, c'est ça. On le retrouve sur une barque. Il échoue. Donc, vous voyez, lui-même, il voyage, Saint Gildas, près des mégalithes en plus. On peut reprendre aussi alors les voyages, les Imrama, l'Imram de Brandon, Mm. c'est-à-dire qui Ouais. partent, Qui fait sa messe les navigations sur une baleine, sur le dos de la baleine. Oui. sur le dos de la baleine, la messe de Carême.
Mm. Donc, on va retrouver les mêmes images finalement qui ont traversé les civilisations. Oui. Il y a des constantes, des archétypes qu'on retrouve, ouais. Alors, voilà, Céline qui pose une autre question. Une note est arrivée entre-temps. Alors, Saint-Jacques arrive en barque en Galice. Oui. Donc, vous voyez, c'est des constantes, je pense que ça traverse. Voilà, et une question de, alors je pense que c'est Jean-Michel. La Voie lactée est représentée comment? Point d'interrogation. Alors, cette idée de Voie lactée, comme je le disais, elle apparaît dès que les Homo sapiens sont sortis d'Afrique. En fin de compte, c'est une projection, c'est ce qu'on voit à l'horizon, ça semble une porte à l'horizon qu'on perçoit, mais c'est tout simplement une représentation d'un au-delà. Maintenant, comment dire, je ne vais pas faire un cours d'astronomie ici, mais vous avez pas mal de vidéos qui disent un petit peu qu'en fin de compte, c'est une simple projection dans l'au-delà, en fin de compte. Donc, euh, elle apparaît à l'horizon et donc ça donne une orientation, une indication pour ces hommes qu'ils ils ne connaissaient pas. Comme je le dis, ils n'avaient pas des connaissances aussi pointues qu'on le pense. Quand je vois que certains font des schémas complexes, je pense notamment alors j'ai plus son nom en tête, mais il travaille à partir de Google Earth, il fait des schémas pas Ah, possibles. Howard Crowers. Ouais. Voilà. Et bien, il fait des schémas pas possibles. C'est très fragile, ça. Il ne pouvait pas avoir une conscience aussi, avec autant de recul. C'est pas possible. Ils avaient des connaissances, mais des connaissances, je dirais, pragmatiques. Ils avaient besoin ils avaient besoin du ciel, du cycle de la Lune. Mais d'accord, trouver des nombres, nombres d'or ou je sais pas moi, des connaissances comme ça, à mon avis, euh, c'était des rapports à la nature, tout ça. C'était intuitif, d'abord. C'était une bonne connaissance de l'environnement. Alors, j'ai Joël Ascot qui a une question à poser. Je te laisse la poser de vive voix, Joël, si tu veux. Salut Joël. Joël avec qui j'ai travaillé sur la grande Troménie de Locronan. Alors, j'ai pas entendu la question. Oui, Joël, on ne t'entend pas. Alors, est-ce que vous m'entendez Ah, maintenant? voilà, voilà, là, on a le Oui, son. Voilà. je voudrais remercier Michael qui, à l'époque de ma thèse, m'avait fourni toute sa documentation sur les mini. Donc, c'était vraiment que ça m'a beaucoup aidé. Il avait été très partageur dans la connaissance, d'où aujourd'hui encore, mais des fois, nous ne sommes pas d'accord sur certaines interprétations de la troménie. Mais bon, c'est l'ouverture des sources. Et alors moi, ce qui m'interpelle, évidemment, comme tu abordes un sujet qui est très complexe, qui traverse le temps, on est presque dans un millefeuille avec des traces diverses et variées, et à Hmm. la fois, effectivement, comment dire, le principe du carré sacré, enfin, on a travaillé un peu ça sur ça à l'Ocronan, et ça m'interpelle parce que, effectivement, les aruspices étrusques ont traversé tout le monde romain, étaient reconnus comme tels, donc la crosse, l'idée est très intéressante et Hmm. pertinente. Et à la fois, on est dans un monde indo-européen et le culte des ancêtres est totalement différent. Enfin, totalement différent. Si on pense tous cette culture paléolithique des aborigènes, ils ont le culte des ancêtres. Ils n'ont pas de dieu comme les Indo-Européens ont pu avoir. Il y a encore moins de héros. Et donc, je me pose la question justement entre le templum, l'idée est pertinente. Tu as ces flagellums, effectivement, qui font forme un carré. Mais on pourrait se demander si c'est le néolithique, on aurait dû voir un rectangle solsticial. Est-ce que ce monde-là peut tracer des rectangles sans faire apparaître les solstices équinoxes? Ça me pose question. Euh, je peux pas te dire là-dessus. Ce que je peux te dire que euh, comment il y a un atlas historique qui est très bien, c'est de Christian Grattalou qui dit que euh, on trouve des récurrences un petit peu partout sur tous les continents. Certains que perçoivent l'origine des êtres humains à partir du ciel, d'autres de la terre ou encore de la mer. Et donc, pour toute l'Eurasie, on a surtout
des histoires qui sont liées à la mer et au ciel. Donc tu retrouves un petit peu tous les mythes, quand on fait une histoire des mythes, ils sont tous liés à la mer et au ciel de façon récurrente. Alors oui, c'est vrai que les mythes les plus anciens, tu as raison, hein. Mais je pensais justement, la stèle de Kermaria, on a ce rectangle solsticial, donc on peut dater. D'ailleurs, cette stèle de Kermaria est presque un apax. Enfin, on la voit apparaître avec une symbolique, mais elle est assez récente quand même. Et on peut se demander à quel niveau, justement, tous ces sites que tu cites ont été employés dans le temps long. Parce qu'effectivement, de Procope, le texte de Procope jusqu'à Anatole de Braz, il y a une continuité assez Il y a une surprenante en fin continuité de compte. surprenante, ouais. On s'y attend pas du tout. Et je Mm. pense à Georges Provost qui avait dit que les élites parisiennes étaient fascinées par la Bretagne, qui gardait un côté médiéval. Donc voilà, il y a eu ce côté un peu résistance au changement, qui peut expliquer peut-être qu'il y a une persistance de récits qui traversent le temps et qui ne sont plus reliés peut-être à des cultures matérielles, comme enfin, tu fais le lien en fin de compte, hein. Mm. Alors, peut-être une réponse à ta question. Le menhir, il est dit qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le menhir de Saint-Saëns-en-Surance qui disaient qu'il était lui-même aligné sur le solstice. Donc, c'est pas forcément dans le templum, mais plutôt en fonction du solstice qu'il était incliné. Mais moi, j'y crois pas trop non plus parce que, comme je l'ai dit dans mon déroulé, la stèle aujourd'hui est issue d'un affaissement. Donc, l'inclinaison ne serait pas tournée vers le solstice. Voilà. Alors aussi, pour les cromlechs, enfin, tu creuses pas trop. J'ai eu l'occasion Mm. d'aller voir en Écosse le ring dans les orcades. Et ce qui est assez surprenant, tout d'un coup, quand on voit ça, c'est un cromlech magnifique avec des pierres hautes, plates, on se dit, seuls des missionnaires religieux ont pu aller là, vu qu'il n'y a pas de ville, il n'y a rien, et les îles sont très anciennes. On sent que la religion des ancêtres devait être très simple. Donc là, ça rejoint ce que tu dis, effectivement, Mm. et peut être transmise de façon assez simple également. Oui, Voilà. je pense qu'il y avait du pragmatisme. Les choses étaient simples, je pense. Il y avait une connaissance un petit peu comme les chamans aujourd'hui, c'est-à-dire une connaissance de la nature. On a perdu, comme dirait Père Jacques Azélias, on a perdu notre rapport à la nature. Comme nous, on est monté sur notre tracteur, on a perdu le sens de la terre. Et les hommes au néolithique avaient une bonne connaissance de leur environnement. Ça, c'est encore un débat sur le chamanisme, tout le monde n'est Hmm. pas chaman, donc c'est des gens effectivement Non, dont non, les mais je cultures pense à apparaissent. ceux qui organisaient les cérémonies, peut-être dans les cercles de pierre, puisque à Erlanic, on a trouvé des, des coupes à encens, des ossements de bovidés brisés. Donc, il y avait clairement une ambiance de sanctuaire. Mm. Peut-être aussi, on a évoqué ça récemment avec un ami, Christophe Boutillon, qui se trouve en Polynésie. On pourrait comparer les cromlechs avec les marae polynésiens. Il y a plusieurs documentaires qui ont été faits Oui, dessus. Et donc, le principe des marae comme sont des espaces, effectivement, où les pierres servent à fixer les ancêtres. Et donc, étonnamment, on pourrait dire que les cromlechs, les pierres servent à fixer les ancêtres. Et peut-être, alors, est-ce que chaque pierre du cromlech est liée à une lignée d'ancêtres, d'une communauté? ça, c'est difficile de le dire. Maintenant, il y a aussi, Joël, des menhirs, les menhirs du sud de la France qui font référence à des ancêtres aussi, les statues menhirs. Alors, soit représentent des hommes en armes, soit des femmes. Et donc là, ça évoque, ça rappelle aussi un culte des ancêtres. Et on les trouve un petit peu partout, en dehors de la façade atlantique. On en a en Bretagne, on en a deux exemples en Bretagne. Et sinon, l'essentiel des statues menhirs, c'est plutôt dans le sud de la France. Et puis, je crois qu'il y en a en Suisse aussi. Et là, ça évoque clairement une référence au culte des ancêtres. En effet. Hmm. Et peut-être t'as pas signalé, effectivement, c'est que le taux de destruction des mégalithes est extrêmement important. Les Oui. archéologues le disent tous, en 200 ans, on voit vraiment une grande destruction des mégalithes. Alors en 2 3 000 ans, Oui, j'imagine c'est pas. pour ça, avant les alignements, il y avait des tertres funéraires. Donc, ces alignements de menhirs qu'on croit comme un ensemble homogène, finalement, c'est une strate archéologique, hein. C'est pour ça que les travaux des archéologues sont importants.
C'est nous, moi, en tant qu'historien, j'ai un travail d'interprétation à travers j'interprète les signes gravés comme les invariants d'un mythe, mais il faut pas oublier cette strate archéologique, cette strate historique que peuvent donner les archéologues. En effet. Merci. Voilà. Et puis cette année, tu organises sans doute un colloque à Locronan? Non, je suis Non, pas là. Non, t'es pas là. désolé. D'accord, Je suis ailleurs. d'accord. Et peut-être Claude Moméné, enfin, je sais pas, enfin, tout le monde se connaît un peu. Je sais pas si Claude Moméné est là. Il organise pour la Société de mythologie française un colloque à Brasparts. D'ailleurs, tu Oui. participes, je crois. Donc, Bah, j'ai proposé maintenant, c'est à vous de voir. J'ai proposé, bon, si ça vous intéresse. Claude Maumenet est là, s'il peut se permettre de prendre la parole. Oui, la Société de mythologie française donc organise un congrès à Brasparts, son congrès annuel, donc dans les Monts d'Arrée, du 8 au 12 juillet. L'idée étant, ah pardon pour la vidéo, voilà, c'est beaucoup mieux. L'idée étant de faire en sorte que le colloque précède la grande tromédie de Locronan qui va commencer précisément le 12 juillet au soir et plus, et plus largement le dimanche 13 juillet. descends un peu ta caméra, s'il te plaît. Ah, On voit que le visage. bon, voilà. Et donc, moi, je n'ai pas de retour, c'est mieux là? C'est beaucoup. Oui, Bon. Voilà pour le message. Donc, le thème est tout à fait dans celui de la soirée, puisque le thème du congrès, ce sont les passages vers l'autre monde. Et donc, nous aurons 4 matinées de conférences et d'échanges et 3 après-midi d'excursions. Et donc, on sera évidemment à Locronan, à Landévennec, à Huelgoat, dans des sites qui sont porteurs de légendes et de sens, et avec une visite spéciale donc à Locronan le vendredi qui va précéder le démarrage de la Troménie, où seront déjà installés les huttes. Donc nous aurons aussi des musiciens pour animer nos soirées, avec Dimitri qui est un spécialiste de l'harpe celtique que certains connaissent. Voilà, donc en tout cas, je peux peut-être mettre dans le chat un lien, sinon vous êtes sur Calenda, vous trouverez l'appel à communication et tous les éléments par rapport à ce congrès. merci. Je crois qu'on vous entend pas. Enfin, en tout cas, je ne vous entends pas, hein. Oui, non, j'avais encore une. Oui, Mickaël, on t'entend. Ouais, Ah, ouais, c'est bon. je t'écoute. J'avais une question qui m'a intrigué. Quand vous écoutez en Bretagne, par exemple, les contes, à chaque fois, on parle, on associe au menhir, au mégalithe, on associe le petit peuple. Hmm. Ou des fois c'est les saints, un peu comme si on était dans un horizon culturel. Et donc pourtant on est des fois sur des zones qui ont toute une histoire avec enfin, des mégalithes, des dolmens, etc. Un saint fondateur, etc. Et puis tout d'un coup on a l'impression qu'on a le conte ou la légende ne garde qu'une couche, un peu comme si on n'arrivait pas à aller au-delà du monde pré-chrétien. Ou quand on parle des fois c'est le petit peuple, mais on n'en sait pas plus. Un peu comme si la strate pré-chrétienne de ces prêtres, donc druides comme César a pu les appeler, avait disparu de cette culture orale. C'est assez surprenant. Et Ouais, donc, pour les mégalithes, bah, c'est les saints et le petit peuple, pas plus. ouais, bah, tu connais bien comme moi la grande Troménie de Locronan, la Kébane, la femme impie, la femme du peuple. Tu as aussi cette pierre, ce mégalithe, mais qui peut-être un simple affleurement rocheux. On essaie d'intégrer ça dans la légende chrétienne. Euh, Ah oui, et sur ça, je voulais préciser, justement, comme j'ai dû me replonger dessus récemment, je remarquais que des archéologues remarquables qui ont refusait de parler de la gazéghène, alors que c'est une pierre de fertilité voilà, qui attire le monde depuis longtemps. Les duchesses enfin, comment dire, Anne de Bretagne, les ducs de Bretagne, ils venaient pour leur lignée. Et tout d'un coup, comme il n'y a pas d'inscription,
les archéologues disent bah non, c'est un affleurement, enfin, c'est une pierre Oui, secondaire. C'est assez surprenant un peu, comme si on avait toujours une culture populaire et élitaire qui cohabite avec une culture élitaire qui voit une histoire. L'histoire disparaît avec la civilisation, et la culture populaire qui voit autre chose. Et ouais, qui, qui réinterprète. oui. Bah, le menhir de Saint-Sanson-sur-Ronce, au début, c'est une stèle qui est bien droite, qui a été affaissée parce que c'était un terrain argileux. Eh bien, il y a eu aussi un culte de la fertilité dessus qui s'est imposé. C'est étonnant, hein. Ça fait écho un peu à la Gazagvène de Saint-Brandon, de Locronan, de Oui. Locronan. Et, et ouais, c'est en lisant tes travaux que j'avais vu que, en fin de compte, oui, il y avait des doutes des archéologues sur le fait que ce soit un menhir. Oui, alors pour parler de l'Ocronan, justement, c'est assez surprenant. On a dans le bulletin de la Société archéologique, justement, on avait eu, comment dire, enfin, attends, les noms vont me revenir, effectivement. Il y a 20 ans, font un article en disant c'est un affleurement, puis 20 ans, enfin, 20 ans plus tard, d'autres personnes y retournent avec autant d'arguments scientifiques pour dire non, pas du tout. Et effectivement, dans le parcours, quand on l'analyse, c'est un point géodésique, donc un point de repère. Donc c'est un peu surprenant de ce point de repère avec une colline, hein. Donc c'est-à-dire que le point de repère n'est pas visible du Ménez-Locorne. Et pourtant, Donatien avait remarqué, on avait des lignes directrices. Hmm. Bon, bref, on est toujours un peu perdu des fois face à des incohérences et des continuités qui se... Et comme tu le remarques, hein, il y a des difficultés des fois à intégrer ces mégalithes dans les récits géographiques, hein, des difficultés à intégrer les mégalithes dans le discours de l'Église. Ouais, alors je me rappelle qu'à l'époque, quand l'abbé Dilasser pour le Cronan avait en 79 fait son colloque, Donatien donc travail, lui, il faisait l'aspect sexennal de l'Ocronan. Bon là, on est un peu Hmm. haute, mais c'est le temps celtique, donc il travaillait sur comment dire, la langue bretonne pour dire, il y avait beaucoup de correspondances. Rapidement, 2, 3 ans plus tard, Martin et Merdrignac lui tombent dessus en disant pas du tout. Il Hmm. faut aller plutôt voir la pierre de Gazagven qui peut être associée au camp des Salles et peut-être la pierre royale, effectivement, ou Gralon, en tout cas, enfin, Gralon mythologique ou légendaire, peu importe, est associé. Et paradoxalement, l'histoire est toujours un peu piégeante. Des chercheurs plus tard disent oui, mais on sait bien qu'il y a à Brest, où il y avait le maire de Brest, avait le pied podomorphe, la pierre du pied podomorphe, qui devait le valider comment dire, son statut, comme on peut voir en Irlande, un peu comme si enfin le monde celte ou le monde, enfin pré-chrétien, avait cette idée effectivement, comme la pierre de Scone, hein, pour les Écossais et les Anglais qui cherchaient à la capturer, cette pierre pouvait servir. Donc autant les historiens, les ethnologues ne sont pas d'accord des fois sur leurs outils et l'interprétation liée à leurs outils, autant des fois on a des allers-retours comme ça avec l'interprétation 20 ans plus tard qui change parce qu'on a d'autres éléments qui reviennent. C'est étonnant. De toute Je façon, profite du c'est étonnant pour dire, bon, parce qu'il est déjà 22h02, hmm. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou intervenir pour donner un avis ou un savoir à partager? Ouais. Parce qu'après, ça va être non pas gravé dans le marbre, mais ni dans le granit, mais c'est enregistré, donc c'est pour la postérité aussi et pour le partage des savoirs. Donc si vous avez vraiment d'autres questions, même si Michael l'a dit, il n'a pas réponse à tout, ben, comme nous tous, mais il nous a quand même déjà beaucoup apporté ce soir, et puis Joël aussi, parce que du coup, ça élargit le débat. Alors Gérard, on ne t'a pas entendu beaucoup ce soir. Est-ce que tu as envie d'intervenir, de poser une question, de dire quelque chose? Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Voilà, mais non, j'ai rien à dire de spécial. Merci beaucoup à Michael. Merci. On a eu Merci des Gérard. j'ai eu personnellement un petit problème technique, mais bon, c'est pas C'est pas grave. Je grave. crois que tout le monde est très content de cette soirée. Et donc, voilà, je crois que c'est des domaines on va continuer la recherche et je suis sûr que Michael, euh, son livre va nous apporter beaucoup et puis les livres suivants certainement aussi. Oui, merci. Merci en tous les cas pour le partage. C'est vrai que
le but quand on écrit, c'est de partager une enquête, c'est toujours, je dirais, une étape. Donc, j'espère que vous allez avoir contribué un petit peu à ouvrir un petit peu cette lecture des signes gravés. Merci beaucoup. Et Merci, merci à Michael. tous. Donc, je rappelle que vous avez les adresses et différents éléments dans le chat, hein. L'adresse d'Axel, la secrétaire donc des Amis des études celtiques, pour les personnes qui éventuellement voudraient adhérer et recevoir le bulletin. Donc, il y en a 3 par an et être informé du reste de nos informations. Et puis, les 2 dates à venir, à savoir le jeudi 22 mai, c'est Marieke van der Oost qui va nous partager son savoir autour des OGAM, puisqu'elle aussi publie un livre avant l'été sur ce sujet-là. Et le 18 octobre, donc ça sera à la Maison des Mines à Paris, à 18 heures, nous aurons donc une conférence à 2 voix, Bernard Sergent et Gérard Patronneau, sur le sujet de Kernunos, et ça sera suivi de l'Assemblée générale des Amis des études celtiques. Donc, n'oubliez pas de noter les dates dans vos agendas, et puis n'oubliez pas d'adhérer ou de réadhérer si possible. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Michael. C'était un plaisir de t'entendre. C'est Et un puis, pour plaisir les de personnes qui partager. n'auront pas pu voilà, y participer, de toute façon, ça va être mis en ligne après sur la page YouTube des Amis des études celtiques. Merci à vous.